Alexandrine, une première question pour toi. Toi qui es maintenant donc qui est à la tête d'un de ces territoires pionniers de la responsabilité populationnelle, est-ce que ce qu'on vient d'exposer là ou ce qu'on vient, est-ce que ça te parle? Et comment est-ce que ça résonne, j'ai envie de dire, avec ton expérience de directrice générale d'un territoire de responsabilité populationnelle? Merci Antoine. Bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, ça me parle. Alors le modèle qui me parle le plus par rapport à l'expérience qu'on a sur la Haute-Saône en diabétologie pour le moment et prochainement pour l'insuffisance cardiaque, c'est le modèle du Pays Basque, puisqu'on a effectivement en termes de méthodologie cette démarche de stratification des patients et d'élaboration de chemins cliniques partagés entre les professionnels de l'hôpital, les professionnels libéraux, qui soient médecins, infirmiers ou professionnels de santé spécialisés. Et en termes d'organisation, on va dire clinique, effectivement, on voit maintenant vivre un vrai système de santé inclusif sur cette spécialité-là en Haute-Saône, puisque il y a une vraie communauté autour de la diabétologie qui s'est constituée dans le département et une prise en charge qui a complètement été modifiée. Ça s'est appuyé aussi très largement sur la constitution en parallèle des communautés professionnelles des territoires de santé, les CPTS, qui aujourd'hui ont un rôle aussi très important avec l'hôpital dans ce modèle-là. Et on a suffisamment de maturité aujourd'hui sur la diabétologie pour avoir même passé la main sur un certain nombre d'actions à ces CPTS, notamment tout ce qui concerne le dépistage, l'inclusion des patients dans le dispositif que l'hôpital a lancé au début de la démarche en 2019 et que maintenant on a pu donc relayer à nos partenaires avec qui on travaille vraiment quotidiennement. Et dans la prise en charge vraiment quotidienne des patients, c'est vrai qu'on voit une transformation de la prise en charge avec beaucoup plus d'hospitalisation programmée, un développement de l'ambulatoire très fort sur cette spécialité-là, et puis des interactions facilitées avec les avis spécialisés de diabétologie, les plateformes, on y reviendra tout à l'heure, les systèmes d'information qui accompagnent les professionnels. Donc effectivement, ce qui est mis en place dans les autres pays, c'est ce qu'on commence à voir nous sur le territoire. Super, merci. Et Philippe, donc toi qui nous viens de Suisse, là aussi un pays complexe, j'ai envie de dire. Donc tu animes toi un réseau en fait intégré de médecins depuis plusieurs années, avec quand même beaucoup d'évolutions récemment, incluant, je pense, du point de vue législatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui se passe en Suisse et comment, par rapport à, disons, à cette roue, est-ce qu'on vient de voir, comment vous vous positionneriez? Oui, merci beaucoup. D'abord, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et comme l'a dit d'ailleurs Jean-Baptiste Gagnou, on apprend des autres et j'aimerais modestement vous apporter quelques éléments. J'ai au préalable deux dettes. D'abord une dette éthique en tant que Suisse, parce que je vois, et vous le savez, que nous importons tous les jours des excellents professionnels de chez vous, et j'en ai un tout petit peu honte, je dois bien le dire. Donc j'ai une dette envers cela. Une deuxième dette, c'est que j'ai eu pas mal dans les années 2010 des rencontres avec des collègues médecins de Franche-Comté, et j'ai pu observer l'intérêt pour les maisons pluriprofessionnelles. Et j'ai créé la première maison pluriprofessionnelle de Suisse à Genève en 2012. Donc, une fois de plus, je me suis largement inspiré de vos expériences. Alors, je crois qu'il faut que je vous explique un tout petit peu et un peu rapidement quel est le système de santé suisse. Alors, comme l'a dit Antoine, le système belge est complexe, mais celui de Suisse est encore plus complexe, et je vais m'en expliquer. D'abord, il est mixte, il est privé-public. On a 50 caisses maladies sociales qui œuvrent sur la Suisse, donc sur un canton comme Genève, 50 opérateurs assurent notre population. On a un système universel, mais chaque citoyen doit s'assurer auprès d'une caisse. Donc il a le choix d'une caisse, et la prime qu'il va payer peut varier entre 10 et 15% entre les caisses. Par ailleurs, chaque caisse, et ça c'est depuis 1992, que chaque caisse peut proposer des modèles
plus intégrés, des modèles plus économiques, de type médecin de famille ou gatekeeping, médecin de famille, ou avec un accès avec la télémédecine. Donc le Suisse, non seulement il peut choisir entre 50 caisses, donc 50 primes différentes, mais il peut choisir encore entre une centaine de modèles d'assurance de type gatekeeping différents qui va lui faire baisser sa prime. Et puis encore une autre particularité, c'est que chaque Suisse a le choix de prendre une franchise, c'est-à-dire le ticket modérateur entre 300 francs et 2500 francs. Donc on voit que cette complexité, en fait, il faut aussi s'y retrouver. C'est un peu le parcours du combattant. Ce qui est intéressant avec cela, c'est qu'il y a une certaine concurrence entre les caisses, puisque les caisses doivent pouvoir séduire la population pour que ces dernières rentrent dans la caisse. Et puis, c'est qui va contracter ces modèles d'assurance, de modèles intégrés avec gatekeeping? Eh bien, c'est des acteurs. Et nous avons développé depuis 1992 un réseau qui s'appelle le réseau Delta. C'est des médecins, des cliniciens qui ont développé sur Genève, maintenant c'est sur toute la Suisse romande, c'est 1100 médecins, c'est 300 000 assurés, et on a des contrats dits de capitation, enfin, de co-responsabilité budgétaire avec les assureurs. C'est-à-dire que si on fait des économies, eh bien, on reçoit une partie de ces économies, et on est aussi financé pour la gestion des assurés, enfin une partie de la gestion des assurés, ce qui vous permet, en tant qu'acteur de santé, en tant que prestataire, d'essayer d'avoir des idées sur la manière de mieux prendre en charge une population, de manière à ce qu'elle coûte moins cher. Des hôpitaux, et des hôpitaux privés ou publics, peuvent aussi développer de tels modèles. Donc il y a une émulation et une dynamique avec un incitatif qui est en partie économique, mais qui est aussi sur la satisfaction des différents assurés. Donc le système de santé est dense, il est très agile, il permet de l'innovation. Il n'est pas meilleur marché, nous avons des dépenses qui sont identiques aux vôtres, et on a aussi les mêmes problèmes de fragmentation parce que les acteurs sont encore payés à l'acte. On a aussi des difficultés d'accessibilité parce qu'avec des franchises élevées, les gens ne vont pas chez le médecin ou ne vont pas quand les soins sont requis. Et comme vous l'avez compris, c'est encore plus difficile de faire des projets de population, et ça c'est une grande faiblesse du système, puisque le Suisse qui se trouve sur Genève ou n'importe quel canton peut choisir entre 600 à 700 modèles d'assurance différents. Donc sur un territoire, vous avez des assurés qui sont dans différents modèles et différentes caisses maladie. Alors, dans le cadre du réseau Delta, ce que nous avons pu faire dans le canton de Genève, on a pu, puisque c'est notre initiative, on a des fonds pour le faire, développer avec l'accord d'un assureur, donc en travaillant avec cette assurance mutuelle, développer un certain nombre d'outils qui nous permettent d'une part d'avoir des datas, de stratifier la population que nous avons. Donc nous connaissons nos patients chroniques, nous connaissons nos patients qui ont des difficultés en santé mentale, nous connaissons nos diabétiques, etc. Nous pouvons intervenir auprès d'eux parce que l'assureur était d'accord aussi de financer des coachs en santé, des programmes en santé. Et puis nous pouvons aussi développer des infirmières en pratique avancée. Et dans ce cadre, nous avons aussi mis en place une plateforme numérique, mais on pourra en parler après. Super. Donc, on voit deux exemples, en fait, aussi ça tombe bien, deux francophones, mais quand même, où on part de traditions aussi très différentes, où on arrive quand même sur des modèles convergents. Katharina, toi qui a parcouru le vaste monde, quelle serait ta perspective là-dessus sur cette convergence vers des modèles plus intégrés, plus populationnels? Oui, merci beaucoup Antoine et bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais vous parler un peu de ce qui marche ailleurs ou aussi ce qui marche pas. Moi, j'étais presque partout ailleurs pour voir un peu le système de santé aux États-Unis, en Europe, aussi en Asie. En effet, mon premier boulot était dans le managed care en Californie. J'ai travaillé dans les hôpitaux dans les années 90. Et là aussi, c'était super intéressant de voir toutes les idées qui sont arrivées. On a essayé, on a intégré, on a désintégré. Donc, il y a beaucoup des avances, mais aussi on recule souvent. Donc, on essaye et après, on fait autrement. On a vu ça aussi en Allemagne, par exemple, les maisons de santé. C'était un truc de l'Allemagne de l'Est
qui était un super succès. Par contre, après la chute de mur, on a abandonné ça. On a fait beaucoup d'efforts pour tout intégrer dans l'Ouest. Et à la fin, on s'est rendu compte, bon, c'était pas mal. Donc, on a recommencé d'établir les maisons de santé. Donc, vous voyez, c'est un peu avancer, reculer, avancer, reculer. En effet, pour résumer un peu, c'est que j'ai appris dans tous les projets dans lesquels j'ai travaillé, il faut savoir gérer le facteur humain. Et gérer, c'est aussi un peu négatif parce que c'était un truc qu'on a appris aussi dans nos études avec les professionnels de santé. Donc normalement, si on veut travailler bien ensemble, il faut savoir que le boulot et les collègues sont les plus importantes. L'organisation est souvent perçue un peu négative. Donc ça c'est un truc bon, on peut peut-être parler en plus si on parle des métiers, mais c'était très important dans notre boulot d'apprendre ça. Il faut savoir aussi il y a beaucoup d'effets secondaires si on fait pas attention. Par exemple, il faut toujours éviter des incitations sélectives, parce que là, ça peut arriver qu'on détruit les motivations intrinsèques. On traite les travailleurs, les professionnels dans la santé un peu comme des travailleurs dans les manufactures, et ça, c'est pas la bonne méthode, la bonne façon de le faire. Parce que si on met les incitations sélectives, ça va augmenter la fragmentation, parce que après ça, les gens font seulement les choses pour lesquelles ils sont payés. Donc ça fait pas du sens et en plus ils perdent un peu l'intérêt aux objectifs ou tout ce qu'on fait ensemble. Donc c'est ce qu'il faut faire et ça c'était super. J'ai beaucoup aimé d'aller dans les 5 territoires pionniers en France pour voir comment on peut le faire sans avoir un grand budget pour commencer. Ça, c'était une grande différence parce que normalement, partout dans le monde, il y a au moins un budget. Et ce qui se passe après, on passe beaucoup de temps à négocier qui reçoit beaucoup du budget. Par contre, si on commence sans avoir beaucoup de budget, on base les actions, la stratégie, on base ça sur les relations humaines. Et ça, c'est le grand avantage qu'on a vu dans les 5 territoires. C'était aussi la communication stratégique qui était importante. Les gens ont compris pourquoi il faut le faire. Et j'aime bien une citation que j'ai beaucoup écoutée. C'est vraiment, on le fait parce que c'est la bonne chose pour le patient, mais aussi c'est la bonne chose pour moi, pour ma vie professionnelle, et ça facilitera mon boulot plus tard. Donc on a vu la vision qui était bon, bien sûr bien communiquée, mais aussi le boulot en équipe. Ça c'était l'essentiel. On parle des soins basés sur les relations et en plus je dis toujours l'ingrédient secret c'est l'apéro. Donc vous avez la chance parce que la culture française ça a vraiment soutenu les grands succès qu'on a vus et j'étais vraiment impressionnée parce que comme je vous avais dit, j'ai vu partout dans le monde les projets d'intégration et si on a la chance de pouvoir tirer parti de cette culture, ça aide beaucoup. Donc si on me demande dans les autres pays qu'est-ce qu'on peut apprendre de la France, je dis bon, il faut prendre l'apéro mais bien sûr, il y a beaucoup là derrière l'apéro, c'est la confiance en soi, s'échanger et aussi pas des incitations sélectives comme j'ai dit. Donc on fait l'appel si on pense c'est bon pour le patient, on n'est pas payé extra pour ça, mais on le fait parce que c'est la bonne chose à faire. Et ça c'était vraiment impressionnant comment on est arrivé ici en France de vraiment faire vivre la responsabilité populationnelle d'une façon que j'ai
pas vraiment vu ailleurs. Et j'espère que ça va continuer comme ça et aussi dans les autres territoires qui vont joindre l'effort. Et voilà, donc c'était super pour apprendre cet effort. Super, merci. Et deux points, effectivement, de l'idée d'avancer et reculer. Une des choses j'ai envie de dire qu'on redécouvre, et ceux qui sont dans la responsabilité populationnelle le voient, c'est qu'en fait, des outils qui étaient historiquement très forts en France, par exemple, la médecine du travail, la médecine scolaire, où on voit que aujourd'hui, ce serait des vecteurs extrêmement importants si on voulait effectivement agir vraiment sur la santé, agir vraiment en prévention, etc. Et malheureusement, c'est des secteurs aussi qui sont en très, très grande souffrance aujourd'hui et qu'on pourrait revaloriser en disant, et ça, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui, Alexandrine, t'en aurais certainement, il y a Pascal Mathis qui est là aussi, mais de travail, par exemple, dans l'Aube, ils ont monté des actions avec la médecine du travail chez Lacoste, chez les pulls, les vêtements, où ils ont été voir plusieurs centaines de travailleurs de Lacoste etc. Et ça, on a vu aussi en Bretagne le travail avec l'éducation nationale auprès des collégiens. Et en fait, on voit qu'on avait tous ces leviers et des fois, et il faut le faire, et c'est intéressant, hein, mais des fois, on a l'impression de réinventer la roue en disant, mais comment est-ce qu'on pourrait aller chercher les gens plus loin, faire de l'aller vers, etc., alors qu'on avait des outils très performants. Justement, on voit que c'est un modèle où on va changer beaucoup les façons de travailler. Et quand on a préparé cette table ronde, Alexandrine, t'as dit quelque chose, moi, je pense qu'il va nous intéresser beaucoup sur l'impact d'un modèle comme ça sur le fonctionnement des services spécialisés. Parce que très souvent, quand on parle de responsabilité populationnelle, les gens se disent « Ah oui, c'est de la prévention, c'est de l'aller vers, c'est de développer du lien vers l'hôpital, etc., faire des apéros. » Oui, c'est vrai, mais pour nous, c'est-à-dire, puisqu'on est à la FHF dans les hôpitaux publics, tu nous disais, on voit vraiment un changement assez profond dans le fonctionnement des services spécialisés à l'intérieur de l'hôpital. Et là, ça, je pense, c'est quelque chose pour nous qui était très intéressant que tu puisses partager. Oui, alors effectivement, bon, on prend pas l'apéro à l'hôpital de Vesoul tous les jours, hein, quand même, mais bon, rassurez-vous. Voilà, seulement quand vous êtes là. Par contre, oui, au-delà de développer la prévention et le dépistage hors les murs de l'hôpital, ce que moi je commence à constater maintenant, avec quand même quelques années de recul sur la responsabilité populationnelle, c'est que c'est aussi un moyen de redonner du sens au travail des équipes qui sont investies dans ce type de prise en charge. Parce que finalement, on le voit bien, hein, aujourd'hui, les attentes des nouveaux professionnels de santé, elles ont changé. Il y a cette problématique de la permanence des soins qu'on a évoquée tout à l'heure, mais de la contrainte plus générale de la vie hospitalière et notamment du soin dans les services d'hospitalisation conventionnels, qui sont de moins en moins recherchés par les jeunes professionnels, qu'ils soient infirmiers ou médecins d'ailleurs. Et ce modèle de responsabilité populationnelle, finalement, il a l'avantage d'être un modèle pluridisciplinaire avec effectivement un travail en équipe dans l'hôpital mais aussi hors de l'hôpital, donc un décloisonnement des pratiques et des modes d'exercice, et ça c'est vraiment quelque chose qui est recherché par les nouveaux soignants aujourd'hui. Et puis c'est aussi un modèle où effectivement on travaille beaucoup plus sur du programmé, sur des patients connus, un système organisé à l'avance, donc bien évidemment c'est beaucoup moins lourd à gérer qu'un système classique de soins. Et à une époque où on a du mal à attirer et à fidéliser des professionnels, c'est sûr que c'est un levier sur lequel on peut agir. Il faut quand même qu'à l'hôpital, il y ait d'autres professionnels qui continuent à faire la prise en charge classique et notamment tout ce qui est non programmé et les urgences. Mais là aussi, finalement, on commence à y voir un impact positif, parce que si je reprends l'exemple du diabète, on a quand même 50% de passages de moins aux urgences depuis la mise en place du modèle. Et donc là aussi, pour les professionnels qui travaillent aux urgences, c'est des patients moins lourds qui arrivent avec des pathologies moins développées, et finalement, ils ont eux aussi un effet secondaire de ce nouveau modèle. Donc on a beaucoup parlé de l'effet du modèle sur l'organisation du système, sur la santé publique, et finalement on n'avait pas forcément recherché cet effet aussi sur le sens au travail, la reconnaissance et l'attractivité, et je pense que c'est vraiment quelque chose à creuser, parce que c'est aussi un de nos défis.
Super. Et effectivement, je pense qu'on a un bon filon qu'on va creuser. Philippe, toi, tu es médecin généraliste, donc de l'autre côté, on voit que c'est des modèles. Qu'est-ce que des modèles comme ça changent pour le travail, par exemple, des médecins généralistes? Comment est-ce que ça va modifier ta façon de travailler au quotidien avec tes collègues, avec tes patients et ainsi de suite? Alors, je pense que c'est pas intuitif. Hein. C'est pas une norme que le médecin va changer son mode de collaboration. Pourquoi on essaie, en tant que réseau, de changer notre mode de collaboration avec l'hôpital, avec les autres professionnels? C'est parce que on s'inscrit dans un budget. Et je pense qu'il y a un des éléments qui est important, et on le voit bien au Pays Basque, on le voit bien ailleurs en Norvège ou NHS, c'est qu'il y a la population, puis vous avez un budget à côté de la population. Et puis vous... Ouais. Hôpital, médecin de ville, spécialiste ou autre, si vous travaillez dans le même budget, vous aurez envie de collaborer de manière naturelle. Mais ensuite, chacun doit pouvoir bénéficier. L'hôpital doit pouvoir bénéficier de l'argent là où on va faire des économies. Parce que dans notre système de santé, 25% on gaspille, on voit bien en termes de médicaments, hospitalisation inutile, etc. Mais si on ne veut pas gaspiller, il faut qu'on ait un intérêt à aller là où il y a des économies à faire et que ces économies, les institutions, les hôpitaux les reçoivent de manière à pouvoir continuer à développer. Alors quand on est dans un modèle de réseau de soins de professionnels médecins, compte tenu, alors malheureusement tous les médecins sont encore payés à l'acte, on n'a pas encore réussi à transformer ce modèle de rémunération et vous savez comme c'est très difficile compte tenu de l'autonomie de chaque professionnel. Mais quand on a quand même un objectif d'économie, un objectif de satisfaction de nos assurés, etc., eh bien, on va essayer de commencer à mettre en place des collaborations interprofessionnelles, des maisons de santé, des infirmières en pratique avancée. On va aussi travailler avec du coaching, avec de la navigation dans le système de santé, de manière à ce que, d'une part, nos assurés n'aillent pas à l'urgence, ne soient pas hospitalisés de manière non appropriée, puisque à chaque fois qu'on fait les mauvais gestes, les mauvais actes ou que le système se rupture, eh bien, le réseau reçoit, certes, des financements modestes, mais reçoit de l'argent qui lui permet, non pas d'enrichir les professionnels eux-mêmes, mais de développer de l'innovation, de développer des outils numériques, par exemple, une plateforme numérique, d'engager des nouveaux métiers, parce qu'on sait que ce métier d'infirmière, ce métier de prévention, va nous permettre d'améliorer la prise en charge des patients et d'avoir un meilleur budget et de recevoir des fonds qui nous permettent de réinvestir. Je pense qu'il y a forcément, alors il y a l'humain, comme l'a dit Katrina, je pense qu'il est important et ces facteurs humains restent primordiaux, mais il y a le problème de budget et d'être imposé sur des budgets ou d'être imposé sur des budgets hospitaliers et de rendre des comptes, comme l'exprime M. Genre, dans son discours, de devoir rendre des comptes à des ministères et à des ARS, c'est complexe. Parce que si vous vous pouvez faire des économies, il faut que ces économies vous reviennent et qu'on puisse développer, qu'il y ait cette liberté aussi. Parce qu'on devient intelligent avec nos collègues, on partage les professions, on partage les itinéraires cliniques avec d'autres professionnels parce qu'on sait qu'il y a une valeur ajoutée. Pour les patients, bien sûr, mais il y a aussi une valeur ajoutée. Alors, l'objectif dans le futur, c'est d'essayer progressivement de passer, et surtout les jeunes médecins, on a dit jeunes confrères, pour les réenchanter, qu'ils soient infirmiers ou qu'ils soient médecins, dans d'autres modèles que des financements à l'acte. On doit courir après des actes et on doit regarder quels sont les actes les plus rémunérateurs. Et effectivement, c'est pas ceux de disponibilité à l'urgence, etc. Donc, il faut orienter ces incitatifs sans effectivement pénaliser puis aller chercher que l'incitatif qui est positif, Catherine l'a rappelé, sinon ça fragmente encore plus. Donc il faut des financements d'équipe, global, sur des territoires et l'engagement de ces professionnels sur des territoires. Et finalement, Katerina, pour faire le pont entre les deux, c'est-à-dire on voit effectivement la notion de sens, ça a été rappelé dans les deux cas, et j'ai envie de dire, quel est le lien en fait que tu établis entre la capacité à mobiliser le sens au travail, les motivations des professionnels, ouais, et l'impact à la fin sur la qualité du service, voire l'efficience en fait d'un système.
Oui, seulement peut-être un petit commentaire par rapport au système de remboursement, parce que je pense que ça, c'est vraiment dans beaucoup de pays où on a travaillé, ça empêche vraiment le travail en équipe et ça empêche aussi la redéfinition des rôles. Et par exemple en Allemagne, là vous voyez, c'est encore le médecin qu'il faut administrer le vaccin aux patients, sinon il n'est pas payé. Ben, c'est complètement ridicule. Mais c'est comme ça. Et pour ça, on a vraiment souvent des soucis de gérer en équipe un boulot comme la responsabilité populationnelle, parce que c'est établi, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Il n'y a pas une intention de changer, de bouger les lignes. Mais bon, par rapport au côté positif, moi j'aime bien prendre l'idée d'un jeu de football, parce que là on travaille aussi avec des experts. Et c'est la même chose quand on est en train de faire le design, la stratégie pour la responsabilité populationnelle. C'est comme la préparation pour un jeu de foot. C'est la même chose. On définit bien le cadre, on a des règles. Et après, il faut faire le coaching pour l'équipe, comme vous avez dit. Mais il faut pas prescrire. Il faut pas dire bon, marchez 12 pas en avant et 2 à gauche. Ça va pas marcher si vous travaillez avec les experts, avec les professionnels de santé. Et ça, je pense, c'est un grand défaut. Parce que quand on a commencé avec toutes les choses dans le management, healthcare management, c'est un buzzword depuis les années 75 au moins. On a toujours pensé à management control, à faire des choses de supervision, des top-down. Et ce sont des théories qui viennent pas des travailleurs des connaissances, mais qui viennent des travailleurs dans les manufactures. Et ça, c'est un grand problème. Et c'est connu, c'est pas tout neuf. Hein. J'ai un diapo des années 75 qui montre déjà l'intégration des soins avec des hôpitaux, des médecins, des maisons de santé. C'est tout connu, mais on continue à appliquer pas les bonnes pratiques, pas les bonnes théories. Et c'est aussi l'idée de confiance qu'il faut mettre à la base. Pour toutes les choses qui viennent avec. Pour travailler en équipe, il faut d'abord faire confiance aux professionnels, aux experts. Il faut définir le cadre et après, il faut les laisser jouer. Il faut faciliter leur vie. Si on a de l'argent, investir dans les tâches qui vont faciliter la vie des professionnels. Il faut les motiver. Voilà. Alors que, effectivement, c'est simple. si on regarde ici, par exemple, les modèles qu'on a, typiquement la ROSP, donc qui est un modèle, j'imagine que vous connaissez tous, d'incitation pour les médecins généralistes, où on va essayer vraiment d'être dans le contrôle le plus minutieux possible de l'activité clinique avec un système de primes. Si vous avez fait 18 contrôles de glycémie, vous avez tant, ça vous donne tant de points, etc., etc. Donc, c'est en fait exactement l'illustration inverse de ce que tu viens de dire, où en fait, et ça, nous, on le constate tous les jours, et je pense que ça nécessite d'être souligné. Denis, tu disais, nos hôpitaux sont très agiles. C'est vrai, et ils sont agiles parce qu'on a d'excellents professionnels. Et le fait qu'on soit capable d'abord de piloter, c'est un bien grand mot, hein, mais d'accompagner un programme aussi gros que la responsabilité populationnelle, où maintenant on a déjà 11 territoires déchus, des institutions d'expertise, etc., avec je vous dirais pas, disons, le nombre d'employés qu'on a à la FHF pour gérer tout ça, mais ce que ça vous dit, c'est que effectivement, on a des professionnels experts de très, très haut niveau. Et si on donne un bon cadre, ils vont livrer la marchandise. Et il faut surtout pas chercher à contrôler ou à entrer dans le détail des moindres actions, ce qui serait complètement ridicule. Effectivement, on touche du doigt la problématique et on l'a tous dans tous les pays. C'est-à-dire que le financeur, qu'il soit l'État ou l'assureur, il veut contrôler. Et lui, il fait pas forcément confiance aux équipes ou au terrain et il veut contrôler en fait par, comme l'a dit Kendra, par du management économique. Et je pense que
que l'intérêt de parler territoire et population, c'est qu'on sait, et on peut le calculer, donc on calcule aussi nous des budgets par rapport à une population définie, ce qui ne veut pas dire que ce budget, il est inscrit dans le marbre, mais c'est des budgets indicatifs par rapport aux difficultés que vous avez dans une population, le vieillissement, les santé mentale, etc. Donc vous avez un budget à disposition pour une communauté, pour une population. Ensuite, les professionnels, on leur dit, ben voilà, vous devez essayer de trouver les moyens pour compte tenu de cette population, travailler, développer des projets en commun pour garder la population en santé. Et puis là, il faut laisser, comme vous l'avez dit, les gens travailler. Ils sont pleins d'innovation parce qu'effectivement, nous sommes des professionnels, nous avons une éthique professionnelle et nous avons envie de bien faire. Bien faire, c'est naturel. Et si on fait mal, on se sent pas bien. Seulement pour ajouter une phrase, si on est en train d'implémenter la responsabilité populationnelle, on va bien sûr redéfinir le cadre un petit peu, hein. Oui. Mais il faut redéfinir le cadre sans changer le jeu. Et ça, c'est important. Quand on dit définir le cadre, effectivement, il faut sortir des modèles de l'acte. En partie, il faut sortir de que chaque acte est financé et c'est normal comme directeur d'hôpital ou comme médecin quand vous avez votre cabinet individuel, vous devez faire tourner, vous devez avoir votre salaire à la fin du mois. Donc pour faire ça, on vous dit de faire des actes. Donc c'est des injonctions totalement paradoxales. Donc d'une part, on vous dit de soigner une population, mais d'un autre côté, on vous pousse à faire des actes. D'où un gaspillage dans nos systèmes, on peut le dire entre 25 et 30% qu'on pourrait aller chercher, et c'est beaucoup d'argent pour nos territoires et pour améliorer aussi la santé de nos professionnels. Parmi les outils qui ont été évoqués justement pour aider les professionnels et dans leur travail quotidien, les aider à bien travailler, il y a évidemment la question des systèmes d'information, la capacité à partager de l'information autour de patients. Et ça, je pense que ici en Bourgogne-Franche-Comté, il faut le dire, vous faites quand même beaucoup de jaloux dans d'autres régions parce que vous avez quand même un système relativement performant que vous utilisez, notamment au Saône, mais aussi bien sûr aux hôpitaux Nord-Franche-Comté, bientôt dans les autres territoires. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors c'est vrai que on a la chance en Haute-Saône de pouvoir appuyer le modèle sur un outil qui s'appelle eTICS, qui est une plateforme numérique utilisée par les professionnels de l'hôpital, les médecins libéraux, les infirmières libérales, les pharmaciens, les podologues, voilà, qui ont tous accès à une plateforme sur laquelle figure le dossier du patient et qui peuvent, au fur et à mesure de leur intervention auprès du patient, rentrer des informations qui sont partagées par tout le monde. Et c'est sans doute ce qui explique qu'on a eu beaucoup plus de patients inclus dans le dispositif en Haute-Saône que dans les autres territoires pionniers en France qui, eux, n'ont pas de ce système numérique unique sur leur territoire. Et ça rejoint un petit peu les échanges qu'on a déjà eus ce matin où effectivement l'idée d'un dossier médical partagé par tout le monde, ça semble quand même quelque chose d'essentiel pour pouvoir coordonner la prise en charge. Donc voilà, c'est vrai qu'ETIC c'est vraiment important. Après, l'impact sur ces systèmes de santé, c'est aussi qu'on voit se développer plus en plus maintenant des outils de télésurveillance. Pour le diabète, il y a MyDiaby, mais on le voit aussi pour toutes les autres pathologies chroniques, et que comme beaucoup des patients suivis dans le modèle de l'ARP ont une pathologie chronique et malheureusement ils en ont souvent 2 voire 3, le risque ça va être d'avoir une multitude d'outils numériques, de plateformes, de réseaux, voilà, et que les patients finalement ils s'y retrouvent plus dans ces différents usages. Donc il faudra aussi veiller à ce que tous ces outils soient interfaçables et puis surtout qu'ils soient pas tous démultipliés parce que sinon on va bientôt voir un patient avec voilà 3-4 smartphones pour gérer son diabète, son HTA, etc., etc. Ouais. Voilà. Super. Philippe, tu me parlais ça justement dans les projets que vous avez développés dans le réseau, il y avait cette plateforme et ces outils de stratification? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, la Suisse est très aussi en retard par rapport aux outils numériques. Nous n'avons pas encore de dossier patient électronique. Il y a de grandes discussions puisqu'on a tous les cantons ont chacun leur idée et au niveau fédéral on a encore une autre idée. Donc, c'était difficile d'imposer. Comme il y a une grande autonomie, chaque professionnel a son propre dossier médical. Alors, tous les médecins ont leur dossier électronique, les hôpitaux en ont, mais ils se parlent pas entre deux hôpitaux, entre les soins à domicile, les hôpitaux, même dans un même canton, ils ne se parlent
parle pas. Et compte tenu que nous, on est quand même soucieux de pouvoir améliorer en fait nos assurés, la santé de nos assurés, puis d'obtenir des résultats aussi économiques, donc, depuis à peu près 15 ans, on a développé notre propre plateforme numérique sur lequel aujourd'hui on a abouti. Donc c'était plus d'un tiers de notre budget. On a abouti effectivement à une plateforme qui permet d'une part aux assurés de se loguer sur cette plateforme, de faire un questionnaire santé. Les médecins aussi l'utilisent pour le suivi des patients, les infirmières dans les points santé, etc. Donc, il est clair que cet outil nous est très vite apparu comme essentiel et on a beaucoup travaillé pour avoir une plateforme unique. Et maintenant, elle est multidirectionnelle entre les professionnels et les assurés, et on y augmente aussi avec des outils d'aide à la décision, d'intelligence artificielle, de dermatologie, etc., de suivi d'index patients pour suivre les patients diabétiques. Les patients peuvent aller trouver en fait quels sont dans leur proximité les programmes de prévention, des programmes de prévention individualisés, etc. Donc c'est préalable, mais il faudra aussi se dire il faut probablement des plateformes importants ou des dossiers importants qui traversent en fait les territoires, mais ce qui est important, c'est que dans le territoire, les professionnels qui travaillent pour une population aient des outils très agiles. Si ils sont trop lourds, trop peu pratiques et que personne ne s'y logue, si on n'y est pas obligé, ils seront pas utiles. Et si on a des outils qui sont utiles et qu'on a ce souci du bon fonctionnement de la santé de notre population, on va très vite se mettre dessus et ça va être quelque chose de naturel parce qu'elle va nous aider. Et puis, au bout du compte, elle va nous permettre de trouver des économies et nous permettre de développer en fait nos institutions et notre cadre professionnel. J'ai envie, Katharina, en fait, de demander, on en a parlé un peu, où on y a fait allusion, ce rapport, ce que tu as vu, les outils dont on vient de parler aussi, qui faisaient partie de ta conclusion, de ce qui serait nécessaire si on voulait passer à l'échelle. Donc, aujourd'hui, après ce voyage, est-ce que tu pourrais nous en parler, de ce voyage que tu as fait dans les territoires pionniers, ce qui en est sorti? Ce qu'on peut vous offrir aujourd'hui, parce que vous avez, j'ai envie de dire, l'exclusivité du rapport qu'on vient de publier. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce voyage, de ses conclusions aussi, de ce qu'on peut conseiller, bien sûr, à tous les territoires de responsabilité populationnelle, mais aussi pour les collègues à l'étranger, et pourquoi pas à Philippe qui déploie son réseau dans le canton de Genève. Oui, merci Antoine. Oui, je veux pas oublier qu'on a le rapport pour vous aussi à télécharger plus tard, donc vous pouvez aller chercher les petits flyers pour télécharger notre résultat. Et peut-être pour commencer un peu par rapport au système informatique, ça c'était intéressant de voir les territoires. C'était un peu ce que j'ai vu aussi ailleurs dans le monde. Souvent, s'il n'y a pas vraiment un budget pour commencer, on travaille un peu avec la gestion par Excel, mais ça marche. C'est pas mal. Et je vous invite aussi de garder ce pragmatisme. Bien sûr, pour travailler à l'échelle, il faut un système informatique et si possible, faites à mesure comme vous l'avez fait, parce que sinon, on risque d'avoir des systèmes fermés où on peut pas ajuster selon les besoins. Mais quand même, il faut garder ça assez simple. Assez flexible, le plus possible. Donc là, on a vu des statuts différents dans les territoires, et je pense pour les autres qui vont joindre cette initiative, il faut vraiment avoir un système partagé, pas pour faire le benchmarking comme on parlait à Saint-Expo, mais plutôt pour communiquer, pour échanger les expériences régulièrement. Pour permettre, pour soutenir la communication. Ça, c'est important. Comparer les populations, apprendre des choses,
et puis aussi agréger les données pour faire les analyses, etc. Donc ça, c'est important. En général, dans mes missions, on a parlé avec les gens sur place. C'était magnifique d'apprendre directement sur place les motivateurs, l'esprit des équipes, etc. Donc ça a vraiment fait la différence. On a à la fin tiré des conclusions par rapport aux compétences de management qu'il faut pour vraiment faire vivre la responsabilité populationnelle. Et bien sûr, vous trouvez ça tout dans les rapports, mais pour vous donner des exemples, c'est bien sûr la communication, la coopération. Bien sûr, il faut aussi des données, il faut s'échanger, comme j'ai dit, entre les territoires par rapport à la stratification de la population, les résultats et comment on avance avec des maladies différentes, par exemple le diabète après l'insuffisance cardiaque. Donc il y a la stratégie qui est important, la bonne communication là derrière, la culture, la collaboration. On a déjà parlé d'une culture de confiance et d'échange qui est essentielle. Et last but not least, comme j'ai dit, c'est toujours aussi le pragmatisme qui joue. Et il faut pas faire les choses trop compliquées. Il faut essayer assez proche parce qu'il faut que ça reste vraiment une expérience humaine partagée. Ça c'est essentiel à la fin. J'étais vraiment, de mon avis, très étonnée et c'était une magnifique expérience de voir qu'est-ce qu'ils ont fait ici. J'ai déjà communiqué les choses que j'ai vues dans les autres pays, qui seront aussi vachement intéressés d'apprendre de la France et de continuer l'échange. Donc, je pense que c'est vraiment un bon exemple qu'on peut vraiment, on peut en parler partout pour montrer un peu l'exemple français dans le monde. Super, puisque c'était ça en fait l'histoire de ce projet. C'était de voir, mais bien sûr, toi, Katharina, qui a travaillé et qui a une grosse expérience, Katharina est professeure à l'Université de Columbia, donc c'est une grosse expérience internationale. C'était de voir, mais chez nous, dans le fond, on a ce qu'on a, on a monté ce qu'on a monté, qu'est-ce qui est pareil et aussi qu'est-ce qui est différent et pourquoi. Et c'était un peu ça l'idée d'aller voir sur les territoires, de parler avec les gens pour essayer de tirer aussi des leçons ou tirer des apprentissages de notre façon de faire. Et ça rejoint un peu... Président Jean, la question sur est-ce qu'on est obligé de faire comme les autres, la réponse est en partie, mais on a aussi, nous, des atouts propres et des façons de faire propres qu'on peut exploiter. Et je pense par rapport aux autres pays, c'est un truc, une approche dont j'ai beaucoup parlé, ce sont les soins basés sur les relations. En France, c'est encore très relationnel. Je peux le dire. Bon, je suis allemande, donc j'ai toujours aussi un peu la perspective de l'extérieur, mais c'est encore très humaine. Et j'espère qu'on peut garder cet esprit. Bien il faut des réformes, bien sûr, sur le niveau politique. Il faut réformer aussi les remboursements, les budgets, etc. Et ça, c'est un grand sujet pour une autre conférence. Mais l'esprit relationnel, ça aide avec beaucoup si les autres choses sont pas faites de la bonne façon. Donc on peut quand même se débrouiller, on peut travailler autour de certaines méthodes de remboursement qui sont pas utiles. Donc il faut garder ça de toute façon. Je pense c'est important. Le modèle de soins basé sur les relations. Philippe, Alexandrine, je vous laisserai les derniers mots. Qu'est-ce que ça t'inspire vu de Genève? Écoutez, je pense qu'on a tous les mêmes dénominateurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce témoignage de Katrina et le fait d'avoir été dans les territoires et d'avoir fait ce document que j'ai lu attentivement,
surtout pour quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le managed care aux États-Unis, de revenir à l'essentiel qui est la relation humaine est quand même un phénomène majeur. Et l'autre élément, si on veut amener nos populations qui se méfie ou qui est en colère par rapport au système de santé, il faut l'embarquer avec et il faut avoir sa confiance. Parce que, in fine, nous, on fait une partie du travail sur l'efficience et sur la santé d'une population, mais c'est la population qui fait réellement la santé de sa population. Et si on arrive enfin, on y arrive, c'est débat communautaire, mais c'est si la population comprend quel est le sens du système de santé, parce que in fine, nos systèmes de santé ont du sens que quand le patient se rend compte qu'il y a des transformations, il y a des choses qui ont du sens pour lui. Il sera aussi nettement moins consommateur, nettement moins exigeant, nettement moins agressif, parce qu'il comprendra les difficultés, il participera en fait à l'élaboration d'une région en santé. Merci. Et Alexandrine, toi qui es la quasi locale de l'étape, en conclusion. Alors, moi, ce que ça m'inspire effectivement là, notre débat depuis ce matin, c'est que j'ai quand même l'impression que ce modèle de responsabilité populationnelle, finalement, il répond un petit peu à tous les défis qui ont été évoqués dans les discours inauguraux, hein, que ça soit les problématiques de transversalité, de transformation, de financement, etc. On a effectivement tous le constat d'un système de santé qui est aujourd'hui un petit peu à bout de souffle, avec différents défis à relever. Et c'est vrai que ce modèle, quand même, qui répond, qui coche un certain nombre de cases, ça semble être quand même le modèle à développer, avec quand même le bémol de la dernière transformation à réaliser, qui est la transformation du financement des hôpitaux, parce qu'effectivement, on l'a tous bien compris et répété maintenant. L'idée, c'est de ne pas faire trop d'activités et par définition le modèle de tarification à l'activité est complètement antagoniste. Donc il faut, je pense, collectivement poursuivre le modèle, le développer sur différentes pathologies, différents territoires, mais l'accompagner d'un financement qui soit aussi innovant et adapté. Merci beaucoup. Je regarde le maître du temps. On a, pardon? 5 minutes de questions et merci à tous les trois, vraiment, c'est super. Une question par ici. Oui, bonjour, Paul-Maxime Journeau de La Poste. J'ai une question, vous avez parlé, donc, pour mettre en place ce genre de projet, il faudrait donc réformer la T2A, ou au moins faire une modification sur la T2A. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans les papiers ou est-ce qu'on commence à en parler ou est-ce que vraiment ça n'a pas beaucoup bougé? Est-ce qu'il y a des experts du financement dans la salle? Je vois Monsieur le directeur général du CHU de Besançon. Est-ce que vous souhaitez nous éclairer sur les discussions en cours sur les réformes des modes de financement à l'hôpital? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y en a dans la salle? À noter que la T2A ne représente plus du tout les 100% de financement des établissements de santé, loin s'en faut. Ah, Monsieur Bourquin. Mais juste un mot, c'est pas possible, Monsieur Bourquin, donc. Mais non, mais il y a une légende urbaine qui dit que je suis bavard, mais pas du tout. Non, il y a juste pour dire qu'il y a un modèle intéressant, c'est celui de l'hôpital de proximité. Parce que c'est bien, et pour ce seul cas des services de médecine des hôpitaux de proximité, donc qui sont labellisés comme tels, je développe pas, que on a pu décaler la T2A, on continue à compter les séjours. Si les séjours sont supérieurs au budget, on touche les séjours. Et si les séjours sont inférieurs au budget arrêté dotation globale, on garde sa dotation globale. Et ça, c'est quand même intéressant parce que c'est un modèle, effectivement, qui pourrait inspirer des évolutions dans le futur et qui répondrait à l'interrogation que vous avez posée. Et globalement, on voit bien que le modèle pur T2A ne répond pas aux besoins, mais qui n'a jamais existé, absolument. Mais attention quand même à pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que le retour à la DAF pure, on sait ce que ça donne
qu'on fait ce qu'on voit en soins de suite et en psychiatrie, où c'est devenu la variable d'ajustement des politiques publiques. Voilà. Mais quelque chose qui tienne compte de manière beaucoup plus globale, peut-être de l'état de santé des populations, d'un certain nombre d'objectifs, et qui soit mixé avec de l'activité, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et encore une fois, le modèle de l'hôpital de proximité doit être regardé avec intérêt, me semble-t-il. T'as vu, j'ai fait vite. Très bien, bravo. On applaudit Marc Bourquin.